Les soins palliatifs sont amenés à être complices dans leur façon de penser et de faire avec ce qu'ils prétendent, et à juste titre aussi, dénoncer ou contre quoi ils souhaitent combattre. C'est ça. Et c'est pas simplement les soins palliatifs déviants. Nous sommes inscrits dans ce montage. Le problème, c'est de retourner la carte. Le problème, c'est de subvertir ça. Si on le peut, à chaque fois qu'on le peut, et en tout cas, c'est ce que je ne cesse de répéter à mes étudiants dans les facs de médecine où j'enseigne en DU de soins palliatifs, au moins de pas en rajouter, quoi. Mais il faut bien prendre conscience de ça. On est pris dans quelque chose, dans nos têtes. C'est extrêmement difficile de s'arracher à ça. Parce que, d'une certaine façon, on obéit. On obéit à une nécessité historique. Mais, il y a d'autres promesses dans les soins palliatifs que j'espère qu'on peut pouvoir essayer d'extraire et d'arracher tant soit peu à cette logique-là. Voilà. Au-delà ou à travers même, mais aussi à côté des soins tout à fait légitimes, et en ce sens-là, les soins palliatifs représentent un progrès par rapport à un état antérieur, si vous voulez. Je ne le nie pas du tout. À côté de tout ça, nous avons à reverser à la société, au socius, quelque chose. Et une de nos missions ou nos tâches, parce qu'il se trouve qu'historiquement on est placé là, mais d'autres peuvent y contribuer, qu'ils soient philosophes, écrivains, cinéastes, ou je sais pas, ou tout un chacun dans sa vie. On a probablement à travailler à la réconciliation de notre société avec la mort. Je voulais rajouter quelque chose, si vous me permettez. Moi, je verrais ça comme ça pour schématiser. Dans un premier temps, donc, l'émergence d'un mouvement favorable à l'euthanasie, le congrès de la DMD, Nice, 1981, je crois. Puis, l'élaboration progressive d'un mouvement du côté des soins palliatifs, avec un certain nombre de personnes qui se rencontrent, discutent, élaborent un progrès progressif, si je puis dire, lent, timide, depuis les années 80, en effet. Le chemin est gigantesque que nous avons parcouru. Et à un moment, dans ce chemin-là, je me rappelle, je ne saurais pas le situer exactement bien dans le temps, mais le mouvement, enfin les tenants de l'euthanasie, si vous voulez, les gens favorables à l'euthanasie, modifient légèrement leur discours en disant qu'ils sont aussi pour les soins palliatifs. Ça, je me rappelle de ça. Avec un numéro qui était sorti de la revue Autrement, et qui était dirigé, évidemment on ne le sait pas forcément quand c'est juste des noms sur une couverture, par 2 militants de la DMD, qui, je me le rappelle, j'étais présent, demandaient, c'est là qu'il faut quand même se rendre compte de la fabrication dont nous parle Higgins, quoi, du montage, enfin, qui demandait à Michel Vauvel, donc l'historien, de venir dire dans un article que la peur de la mort était au fond quelque chose de très récent. Et je me rappelle encore de Michel Vauvel embarrassé en disant... Vous savez, je ne crois pas que ce soit quelque chose de très nouveau. Mais vous ne pourriez pas nous dire que c'est quand même à partir du XVIIIe siècle que la mort a commencé de faire peur, voyez? Comme si donc n'avoir pas peur de la mort, c'était pouvoir l'affronter, donc pouvoir en prendre la décision, donc être favorable à l'euthanasie. Vous voyez le truc? Demandez à un historien de faire l'histoire, quoi. Alors, Vauvel, très embarrassé, avait fini par renoncer, ou à peu près, enfin bon. Mais c'est quand même assez redoutable. Bon, alors, ils se mettent, ces gens-là, à se dire, mais au fond, c'est pas la peine de se camper dans une position extrême où on a l'air d'être buté, borné, machin. Disons qu'on est aussi pour les soins palliatifs. Ce qui permettait aussi de renvoyer les soins palliatifs, eux, à une position extrême, bornée, butée. Avec le soupçon que derrière les soins palliatifs, il y avait en fait le Vatican. En gros. Que tout ça, ça sentait très fort la cornette, le cateau de base, étriqué, traditionnaliste, incapable d'entrer dans la modernité. Il y a tout ça qui est en jeu aussi, quoi, dans le montage des représentations. Et le problème, c'est qu'en effet, au jour d'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, la différence entre soins palliatifs et euthanasie n'est pas très nette. Pour beaucoup de gens, c'est à peu près la même chose. Certains considéreront qu'il y aura peut-être une différence dans la manière, mais qu'au fond des choses, voilà, c'est simplement une question de vitesse. L'euthanasie, ça va plus vite. Les soins palliatifs, ça prend la semaine. Mais le problème est tel dans cette espèce de fabrication que je pense assez sérieusement que si une émission est faite à la télévision sur les soins palliatifs, beaucoup de gens pourront en conclure
que c'était une excellente émission et qu'en effet, on a bien eu raison d'avoir le courage de faire cette émission parce que c'est vrai, il faut s'y résoudre, il faut être favorable à l'euthanasie. Il y a un mélange des genres qui est terrible. Et puis aussi, moi, j'aimerais réfléchir aux raisons objectives, si l'on peut les objectiver, pour lesquelles des gens comme Comte Sponville, pour lesquels personnellement je n'ai vraiment pas d'admiration, ont tant d'audience. Comment ça se fait que ces gens-là ont tant d'audience? Donc ça suppose bien que des médias leur donnent la possibilité de cette audience. Alors, pourquoi plaisent-ils? Comment plaisent-ils? Vous voyez, qu'est-ce qui se met en place aussi de ce côté-là, de la figure du philosophe qui vient dire tout simplement, depuis sa place qu'il joue modeste, voyez, j'aimerais mourir dignement. Bon, bah, on est d'accord, évidemment, qui est contre, hein? C'est comme cette enquête qui avait été faite par... une entreprise de pompes funèbres qui disait 95% des gens souhaitent avoir des funérailles dignes. Ben, je disais, ce serait extravagant qu'il y ait une majorité de gens qui souhaitent des funérailles indignes. Donc, évidemment, bon, mais c'est bien ce qu'a montré Rico. De quel plan passe-t-on? Enfin, on passe d'un plan fondamental à un tout autre plan, et c'est cette confusion-là aussi qui, vous voyez, rebondit dans des... Oh, c'est pas facile, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut pas lâcher. Si vous permettez, je voudrais dire un mot pour appuyer et soutenir quelque chose de capital qu'a dit Monsieur Rico dans ses sens en quelque sorte second et dévoyés par rapport au sens principiel de la dignité et toute son histoire. Hein, c'est une très vieille dame, la dignité, ça a 2500 ans. Entre parenthèses, en grec, ça se dit axioma, c'est quand même assez drôle, hein, c'est l'axiome, c'est-à-dire la vérité partagée. Et c'est que ce sens dévoyé qui le renvoie au regard d'autrui simplement, il a un opérateur extrêmement dangereux parce que séduisant, puis ça a l'air de rien, ça paraît comme ça évident. C'est la transformation de la dignité, quelque chose de l'ordre du principe, comme nous l'a très bien rappelé Monsieur Rico, en quelque chose qui deviendrait de l'ordre du constat objectif, pas simplement du regard de l'autre, mais ça en passe par une certaine opérativité, quoi, et qui est l'assimilation, au fond, de l'appréciation de la dignité de quelqu'un à un diagnostic médical. Je me rappelle d'une émission de télévision où il y avait un grand réanimateur parisien de grand talent, j'oublie son nom et puis peu importe, qui disait, mais dans notre service, nous sommes vraiment éthiques, nous nous concertons, nous nous consultons, et quant à l'immense majorité d'entre nous, nous constatons qu'un tel n'a plus sa dignité, nous débranchons. Que la dignité comme objet de constat, mais de constat, c'est plus qu'un regard, c'est une procédure opératoire, si vous voulez. Comme on fait en diagnostic tel ou tel état, symptôme ou en médecine. C'est ça le problème, si vous voulez, la façon dont... Et on pourrait trouver d'autres exemples, où même au sein des soins palliatifs, on emploie des termes où il y a le même genre de gauchissement. Je l'ai signalé tout à l'heure pour dégradation, Monsieur Rico y est revenu. C'est quand même un terme éminemment symbolique, dégradation d'un soldat, par exemple. Il y a là quelque chose qui... Il faut être très vigilant à ces mécanismes-là. C'est en ce sens-là que je pense qu'on est quand même pris dans un montage contemporain, même si on... La même chose que, bien entendu, que la militance en faveur de l'euthanasie. Est-ce que le droit à l'espoir, même il paraît complètement irrationnel, ne doit pas être respecté? Et est-ce qu'on ne doit pas aussi en tenir compte? Est-ce que le malade en tant que sujet est un mourant? Et Monsieur Higgins parlait des camps, et c'est vrai que je pense à ces gens qui étaient mourants en puissance et qui avaient l'espoir sûrement d'être libérés un jour, et certains l'ont été. Et je me dis, est-ce qu'on a le droit de qualifier de mourant quelqu'un, j'ai envie de dire, malgré lui? Je crois que chacun de nous trois peut vous dire quelque chose qui est de l'ordre du prolongement de votre remarque, qui n'est pas exactement, en effet, une question. D'un point de vue qui ramène la couverture à la philosophie, moi je dirais qu'un être humain, en effet,
vit dans son présent, il n'a pas d'autre temps que celui-là, le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore, mais ce présent, il est toujours aussi en projection d'un futur, d'un espoir, fût-il si minime, fût-il si ténu. Et puisque j'avais commencé à dire ça sur une estrade à Besançon et que j'avais dû être interrompu parce qu'il fallait laisser la parole aux autres, je vais aujourd'hui peut-être finir le propos que j'avais commencé là-bas. J'avais dit à l'époque que je connaissais une dame dont l'unique question était: est-ce que la petite mésange qui est venue hier sur ma fenêtre est revenue aujourd'hui? Et en effet, elle est décédée 15 jours après, mais elle a eu cette chance de garder une certaine lucidité, une certaine épaisseur à son présent qui pouvait encore disposer d'un petit avenir, et c'était celui-là. Et j'ai trouvé ça plus que poétique, j'ai trouvé ça simple, poignant en même temps, certainement. Et alors, je crois que, en effet, tant que nous vivons, nous sommes dans le temps, et tant que nous sommes dans le temps, même chez les malades d'Alzheimer, et il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une infime attente. Il y a quelque chose qui vient dire que ce présent est nourri de quelque chose d'autre. Tant que nous sommes vivants, nous sommes dans le temps, et si nous sommes dans le temps, c'est que quelque chose de l'avenir est encore là. Qu'en faisons-nous ? D'un seul coup, ça fait écho pour moi à ce que, pour rester dans le domaine des écritures philosophiques ou philosophantes, Maurice Blanchot dit, et qui peut sembler un peu bizarre, quand il dit que mourir n'est jamais maintenant. Le grand danger, alors le diagnostic objectif, vous êtes mourant, en plus vous avez perdu la dignité, donc on va vous aider à la retrouver. Le grand danger, c'est aussi cette focalisation, je dirais, sur la séquence. Voyez, dans nos postures critiques, à l'endroit des soins palliatifs, je dis nos, je pense aux expériences que nous avons eues avec Robert William Higgins dans le cadre de cette association fonction soignante et accompagnement. C'est vrai que nous avons eu à critiquer des choses qui, quelquefois, étaient des supports aussi en même temps du développement d'une pensée, d'un mouvement, de choses de cet ordre. Mais, vous voyez, personnellement, je m'étais interrogé à une époque sur l'usage que l'on pouvait faire, éventuellement extrêmement dangereux, de ce savoir que l'on croyait trouver du côté d'Elisabeth Kubler-Ross sur les derniers instants de la vie. Vous voyez, comme si, vous voyez, comme quoi... Ce sur quoi on veut s'appuyer peut nous piéger, c'est-à-dire, je me souviens de cette volonté de faire passer absolument au patient, a priori, toutes les étapes telles que c'était marqué dans le bouquin, et d'imaginer que si la personne n'était pas arrivée à la phase de l'acceptation, c'est alors qu'on avait échoué voilà. Éventuellement, quand j'osais dire cela, je pouvais peut-être paraître malséant, si je puis dire, très incorrect, au nom de quoi quand même oser se moquer de gens qui veulent faire bien, et puis d'un souci tout à fait légitime que les gens meurent dans la paix en ayant accepté, etc. Mais au bout du compte, je pense que quand même certains se sont rendus compte qu'on les obligeait, mine de rien, au travers de cela, à des attitudes, à des comportements qui les détournaient finalement d'une mission, pour reprendre ce mot d'Higgins, qui n'est pas celui de régler définitivement la question, quoi, et de se débarrasser d'un tourment, de se débarrasser de quelque chose qui demeure toujours sans réponse. Alors, c'est vrai que la notion de mourant, me semble-t-il, elle a son exactitude, parce que, voilà... oui, on est adolescent, on pourrait dire après, plus tard, beaucoup plus tard, on sera mourant. Bon, pourquoi pas en même temps que vous voyez que ça ne peut pas fonctionner, parce qu'on ne peut pas dire, voilà un enfant, je vais vous montrer maintenant une autre catégorie que nous avons dans l'espèce humaine, voilà un mourant. On voit bien que c'est quand même quelque chose de très gênant, qui va pas bien, quoi. Parce que tout en même temps que, et c'est ça l'ambiguïté, qu'on reconnaîtrait à l'individu une qualité, une spécificité, une singularité. Vous, évidemment, c'est pas pareil, vous êtes mourant. En même temps, on voit bien qu'il y a là tout le danger d'un qualificatif stigmatisant. On voit pas très bien pourquoi, pour reconnaître quelque chose de l'autre, il faudrait déjà le stigmatiser. Voilà.
Monsieur Rico parlait de cette trace infime d'espoir. Il n'y a pas que ça, et l'espoir peut... Je ne suis pas du tout en désaccord avec ce qu'il a dit, simplement je voudrais préciser une chose, et ajouter peut-être un peu quelque chose. L'espoir, on peut aussi en faire quelque chose de trop réaliste, et pour beaucoup, l'espoir aujourd'hui, c'est seulement l'espoir de la guérison, donc il faut aussi peut-être parfois un petit peu se méfier. Alors, et bien insister sur d'autres espoirs que ceux-là, mais il y a peut-être aussi d'autres dimensions même que celle de l'espoir, et qui n'est plus de l'ordre, disons, du temps, mais de l'ordre j'allais dire, on a tous critiqué le seul attachement au visible, à un certain réalisme de la scène du mourir et du mourant. Car, au fond, nous sommes ainsi faits que les êtres humains, êtres de langage et de représentation, que le réel de la mort ne peut pas se dire autrement qu'avec des fictions. Il peut pas s'épuiser dans ce qu'il y a là sous nos yeux. Il faut la mettre en représentation pour lui arracher, si j'ose dire, à la fois sa puissance de mort, et en même temps lui arracher quelque chose qui va soutenir la culture, comme le disait Baudry. Qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale, une mosquée ou un grand palais institutionnel qui abrite des institutions totalement laïques et politiques? C'est une façon d'enserrer du vide dans de la pierre. C'est-à-dire, vous voyez dans cette image, et là aussi c'était encore une image, bien sûr, comment on arrache au gouffre, à l'abîme, au néant, si j'ose dire, quelque chose qui va soutenir la majesté de la loi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On s'appuie sur ce gouffre. Or, si on se confine, si on a les yeux rivés sur le guidon, si j'ose dire, de la scène, là, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ça pouvait pas constituer un nouveau rituel de mort, parce que on s'épuise dans la réalité, si j'ose dire, et on oublie, si vous me permettez de jouer sur ce terme, on oublie le réel de la mort qui, lui, ne peut se dire que par des fictions, dont il est le soutien le plus profond, l'appel à la culture dont parlait Baudry. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je ne sais pas. Pour la question, c'est au nom de quoi on fait tout ça, quoi. Et chacun d'entre vous le sait bien qu'on ne fait pas ça uniquement pour ces motifs parfois trop utilitaristes au nom duquel on croit justifier les choses. Charles Moignetot, simple bénévole accompagnant. Je me contente de lire le papier que je comptais vous transmettre. L'infirmière, le médecin, l'aide-soignante, que nous sommes ou que nous avons été, sont parfaitement convaincus ici, en toute sérénité, dans cet ensemble si favorable, par l'exposé de M. Rico, et nous adhérons totalement à ces concepts. Mais quel abîme avec ce que nous pouvons penser ou avons pu penser dans des situations concrètes très éprouvantes, que ce soit à l'hôpital, en clinique ou à domicile, face à un mourant qui parfois ne demande qu'une chose, qu'il soit aidé à mourir et sans trop tarder. Et il n'y a pas de réponse à mon avis. Merci de cette interpellation que je veux bien être le premier à prendre de front. Le simple intervenant bénévole qui vient de nous lire le texte n'est autre que Christophe Moignetot, ancien pneumologue au service hospitalier de Nantes, et sa modestie l'honore comme d'habitude. J'ai eu le privilège pendant 18 mois de travailler de façon intense avec la commission de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs sous la direction de Colette Bérard, qui a produit un document intitulé « Face à la demande d'euthanasie ». Autrement dit, les soins palliatifs et moi, dans la petite part que j'ai pris à leur travail, acceptent tout à fait de prendre cette question au sérieux. Non pas la nier comme on l'a peut-être trop fait dans les années antérieures, sous le simple prétexte que lorsqu'on faisait bien l'accompagnement et qu'on soulageait bien la douleur, la demande disparaissait, mais réellement essayer de voir ce qui pouvait perdurer, insister dans cette question-là. Donc, premier élément de réponse,
c'est on écoute. Il y a à prendre en considération, en effet, le propos de quelqu'un qui dit cela. Deuxième moment, il est, me semble-t-il, humain, pleinement humain, de dire qu'à certains moments, on n'en peut plus, on n'en veut plus. Et donc, n'en déplaise, donc, disais-je à Michel Onfray, il y a tout de même, comme vous le savez mieux que moi, vous qui êtes la plupart d'entre vous ici au créneau, il y a à entendre et donc à interpréter. Parce que prendre à la lettre, le psychanalyste sera mieux placé que moi pour le dire, mais c'est quand même toujours se tromper dans la relation langagière qui est la nôtre et qui est faite de feintes, de propos qui ne sont jamais des propos informatisables, qui sont toujours des propos ailleurs que dans la transparence. Donc il y a déjà ce deuxième moment face à la demande d'euthanasie. Qu'est-ce qui est à entendre en réalité, je dirais presque toujours, expérience faite, c'est dites-moi quelque chose. Il est normal que nous en restions, d'ailleurs que nous en soyons humainement dans cette ambivalence. À la fois nous voulons mourir et pas mourir, et à la fois nous voulons voir nos proches être délivrés, comme nous le disons, avec ce mot que nous inventons, parce que lui aussi fait partie de ces montages dont nous avons besoin. Ça va mieux maintenant, il est délivré, ça va mieux aussi pour nous, nous sommes moins épuisés, et en même temps nous sommes tristes. Je crois que l'être humain, il est toujours, c'est pas un devoir, il est dans cette double dimension de redouter la perte et de l'attendre. Mais les fables de La Fontaine nous disent aussi ce qu'il faut en penser de ces attentes qui font semblant d'en être et qui n'en sont pas. Reste quand même, oui, il y a un reliquat. Après tout ce que je viens de dire, il y a tout de même, il est vrai, des demandes qui insistent. Et là, notre groupe de travail qui a produit donc ce document aidant les soignants à prendre en considération ces demandes essaye de vous éclairer comme il le peut. Et moi, je dirais de façon résumée deux choses. D'une part, il y a ici quelquefois une demande militante. Et elle est militante, je souligne ce mot, parce que je me suis engagé devant mes proches et quelquefois devant les caméras à demander à disparaître, pour utiliser un euphémisme, et donc je suis en quelque sorte alors j'ose dire moi dans mon langage, le prisonnier de cette image que je me suis donnée. En tout cas, je suis le héros qui ne va pas maintenant changer d'avis, alors que j'ai toujours dit que je ferais comme ça. Donc il y a le militant. Alors moi je dis toujours, le militant, fallait qu'il s'y prenne avant, comme disait Épicure. Si tu n'aimes pas la vie, quand tu as les moyens de te l'enlever, arrête d'encombrer tout le monde de ton problème, mais pourquoi tu continues à vivre si tu dis que vivre est un inconvénient? Tu attends maintenant d'être dans les mains d'autrui pour lui demander ce geste dont je n'ai pas pu parler de tout à l'heure, mais qui n'honore pas sa dignité, c'est-à-dire que tu l'instrumentalises en lui demandant de se faire le bras de ton suicide que tu ne peux plus ou que tu ne veux plus faire toi-même. Il y a donc là quelque chose qui est de l'ordre de l'instrumentalisation d'autrui dans cette démarche militante, et avec caméra si possible. Regardez l'émission que l'on diffuse et rediffuse complaisamment, le choix de gens sur lequel il y aurait beaucoup à dire évidemment. Et puis il y a encore une deuxième situation où en effet peut-être que l'on peut entendre ici que cette demande insiste parce que réellement la personne n'en peut plus. Eh bien, moi je dirais, et c'est une formule je crois que Robert William Higgins avait utilisée dans la revue Esprit, interdire, ça n'est pas empêcher. C'est-à-dire que si je me trouve, comme le raconte Kouchner quelquefois, sur un champ de bataille, après donc un désastre, je n'ai pas avec moi les moyens de soulager la douleur de quelqu'un qui pourtant souffre horriblement, il est possible que je transgressais la règle que je me suis donnée. Parce que je dirais que la douleur est devenue complètement insupportable. Il est possible que ce geste soit posé. Mais en même temps, ce à quoi je tiens comme à la prunelle de mes yeux, c'est que ceci ne soit pas normal, ceci ne soit pas la règle, parce qu'il faut distinguer la transgression d'une loi et la négation d'une loi. Si je transgresse, je rends compte de ma transgression devant le tribunal de ma conscience morale, devant le tribunal des hommes éventuellement, qui vont juger si oui ou non j'avais des circonstances qui faisaient que je ne pouvais guère faire autrement. Mais en aucune façon on n'aura déplacé le curseur de l'interdit, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, et comme on le redira peut-être, parce qu'il y a aussi de l'anthropologie qui sera directement présente dans nos débats cet après-midi, il n'y a pas de société humaine sans interdit. Et ce n'est pas parce que les interdits sont transgressés, et quelquefois doivent être transgressés, ce n'est pas parce que les interdits sont parfois transgressés qu'ils ne sont pas des interdits.
Et voilà quelque chose qui est l'ultime pointe de ce que je peux dire concernant donc la question difficile mais salutaire qui vient de nous être adressée.